C'est une semaine de crue historique qu'a vécu la Bretagne. Regardez ces images vues du ciel d'Ille-et-Vilaine, toujours submergées par les eaux. Le département, tout comme le Morbihan et la Loire-Atlantique, sont toujours placés en vigilance rouge. Depuis le début des inondations, ce sont 2000 personnes qui ont dû quitter leur maison. Le trafic ferroviaire reste aussi fortement impacté. Les lignes entre Rennes et Nantes et Rennes et le sud de la Bretagne resteront fermées jusqu'à lundi. Mais heureusement, la décrue se profile. On fait le point sur la situation et les prévisions du week-end en début de ce journal. À Rennes, l'heure est au nettoyage et à la constatation des dégâts. Plusieurs bennes ont été mises à disposition des Rennais pour jeter les objets abîmés, mais pas d'appareils électroniques, de déchets toxiques ou de nourriture. Demain, 1500 bénévoles vont prêter main forte entre 9h30 et midi et demi, mais la solidarité a déjà commencé. Reportage de nos confrères de TV Rennes, Natacha Astor et Philippe Berthoud. On a pris pas loin d'un mètre, 1,50 m quand même, un petit peu plus même je pense. On n'a pas encore fait toutes les mesures, mais ouais, c'est la plus belle inondation que le lavoir ait connue depuis sa remise en état il y a 30 ans. Il a subi de plein fouet les inondations. Le lavoir, l'un des deux bâtiments de la MJC La Paillette, est situé au bord du canal d'Illérance à Rennes. L'heure est maintenant au nettoyage. Il y a beaucoup de boue, de la terre, du mobilier qui a été un peu abîmé. Un appel a été lancé au personnel, aux bénévoles et aux adhérents de l'association pour venir donner un coup de main. On fait partie d'un grand groupe et quand il y a besoin, que ce soit pendant le Covid ou quand il y a eu d'autres situations un peu différentes, c'est bien de pouvoir se mobiliser avec tous ceux qui sont là, tous les permanents qui travaillent au quotidien à la MJC. C'est aussi pour soutenir, faire un sourire, dire on est là, mais bon, je ne vais pas rester trop longtemps. L'eau est montée dans les salles d'ateliers culturels à 10 cm de hauteur. On laisse sécher ce qui est trempé sur les tables et pour ce qui est du reste, on essaye de trouver des coins comme on peut pour pouvoir tout, pour pouvoir tout nettoyer, etc. Et que ça sèche au plus vite. Ce chantier va durer tout le week-end avec pour objectif la réouverture de la structure mardi prochain. Un peu plus haut sur le canal, les riverains voient enfin le bout du tunnel après une longue semaine de galère. Elle recouvrait la terrasse là pour ainsi dire. Donc on a eu dans le jardin, on voyait plus l'herbe. C'est clairement, on avait de l'eau vraiment partout sur le terrain. Depuis 10 ans qu'ils habitent ici, Olivier et sa famille n'avaient jamais vécu une inondation de cette ampleur. Samedi dernier, en fin de journée, l'eau est arrivée par ses regards. Ça pourrait éventuellement se reproduire, donc pas faire les erreurs qu'on a fait les premières fois, donc tout remettre en hauteur. On est quand même très chanceux par rapport à ceux qui ont eu de l'eau dans leur pièce de vie, ceux qui ont perdu énormément de choses. Moi je m'estime heureux malgré tout, quoi. Faut quand même relativiser et puis pas se plaindre quand il y en a qui ont perdu beaucoup plus, quoi. Depuis dimanche, l'eau s'est évacuée petit à petit, laissant derrière elle des dégâts, ici surtout sentimentaux. On le voit, l'eau commence à baisser. La plupart des cours d'eau d'Ille-et-Vilaine ont entamé leur décrue, même si les niveaux restent hauts. Le seul tronçon à ne pas avoir encore passé le pic, c'est la Vilaine aval, aux alentours de Redon. La situation devrait revenir à la normale dans le courant de la semaine prochaine, comme nous l'a expliqué Anne Morantin, chef de la division prévision des crues et hydrométrie à la Dreal Bretagne, qui s'occupe des prévisions Vigicrues. Sur Redon, la crue a été très lente. On voit que ça fait un moment là qu'on est sur un plateau et il faudra quelques jours pour que la décrue s'amorce. Il faut compter plusieurs jours pour revenir à une situation à la normale, pas avant le milieu de la semaine prochaine. On va dans le sens d'une amélioration. Parce que on n'a pas de précipitations qui sont annoncées dans les prochains jours. Donc, on va pouvoir souffler et donc lorsque la décrue sera terminée sur Redon, ça signifiera qu'elle sera terminée partout, quoi. Et on a appris cet après-midi que la préfecture du Morbihan avait sollicité l'armée pour transporter du personnel de santé entre la commune de Saint-Péreux et l'hôpital de Redon. 3 ministres, dont le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, se rendront sur place ce samedi matin.
Et puis la tombe de Jean-Marie Le Pen a été vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi au cimetière de la Trinité-sur-Mer. Le fondateur du Front National, décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 96 ans, y avait été inhumé il y a 3 semaines maintenant. Selon Florent de Kersauzon, conseiller régional RN qui habite la Trinité, la croix de la tombe a été cassée à coups de masse. Le cimetière a été fermé et une enquête de gendarmerie est en cours. Et puis, c'est la fin d'une époque qui s'amorce dans les télécommunications. Le réseau téléphonique en cuivre a été arrêté ce vendredi 31 janvier dans 7 communes de la région, dont Glomel. Dans cette ville du centre-Bretagne, 1420 habitants ont basculé vers la fibre, avec pour certaines personnes âgées quelques appréhensions. Un reportage sur place de Mathilde Kemener. Oui, voilà, c'est moi. Ça va bien ? Fin du réseau cuivré pour les habitants de Glomel, une première en Côte d'Armor. Désormais, c'est grâce à la fibre que cette retraitée peut téléphoner ou regarder la télévision. Ils ont branché des petites choses avant, mais moi je me suis pas, à vrai dire, je me suis pas vraiment occupée de ça. Mais la preuve, c'est que ça s'est très très bien passé, parce qu'autrement j'aurais certainement crisé. Et depuis, on revit, parce que ça fonctionnait pas à la télé. On avait toujours des petits carrés, comme ça devant la télé. Et depuis qu'on a la fibre, tout est ok. Pour lever les craintes, une élue a fait du porte-à-porte pendant des mois pour expliquer. On a beaucoup de personnes actuellement âgées justement qui n'ont pas accès d'Internet, donc qui veulent simplement avoir le téléphone. Pour eux, ça ne change strictement rien. Or, le petit boîtier finalement qui a été installé chez eux, leur abonnement est modifié, mais il est au même tarif finalement. Donc les personnes s'en sortent, s'y retrouvent quand même un petit peu dans tout ça. Ouais. Et pour l'opérateur Orange, le réseau cuivré est un doublon face au réseau fibré qui demande des coûts importants lors d'intempéries ou de vols. Le réseau fibre, lui, est beaucoup plus performant. Il apporte beaucoup plus de débit, il est beaucoup plus fiable, il est plus stable. Il n'est pas impacté par la météo, comme le réseau cuivre peut l'être. Le réseau cuivre subit des vols. En Bretagne, l'année dernière, c'est plus de 200 vols. Plus de 100 km de câbles, de très gros câbles, qui ont été volés. Donc non, c'est énorme, alors que la fibre, elle n'a pas beaucoup de valeur, donc il n'y a pas de vol sur la fibre. Au total, ce vendredi 31 janvier, 7 communes en Bretagne ont été coupées du réseau cuivré. Orange prévoit de passer tous les Bretons au réseau fibré d'ici 2030. La Brittany Ferries baptisait ce vendredi son nouveau navire hybride sur lequel la gare maritime de Saint-Malo. Un bateau qui portera le nom de la ville, le Saint-Malo, donc sera le premier navire européen à propulsion hybride avec sa capacité de 1290 passagers et la vocation à remplacer le Bretagne sur les liaisons entre la cité corsaire et Portsmouth. Frédéric Pouget, membre du directoire de l'entreprise, nous le présente au micro de Nicolas Créache. Aujourd'hui, le Saint-Malo qui rejoint la flotte Brittany Ferries est notre nouvelle étape sur notre trajectoire environnementale, puisque c'est le premier navire qui va opérer sur le transmanche en tant que hybride électrique GNL. Donc c'est vraiment le grand saut vers la décarbonation, puisque le navire pourra entrer, rester à quai et repartir de Saint-Malo sans aucune émission atmosphérique, et également des manœuvres très silencieuses, sans vibration pour le confort des passagers et des habitants de la zone locale. Alors pour les passagers, en termes de confort, je vous dis beaucoup moins de vibrations, puisque ça sera un moteur électrique qui tournera, donc on a un niveau de confort à bord qui va vraiment s'améliorer, mais c'est surtout qu'aussi, même visuellement, au niveau de la cheminée, il n'y aura aucun visuel et aucun bruit pendant toute cette phase. Donc le passager aura l'impression de naviguer quelque part sur un tapis volant sans aucune sensation qu'on pouvait avoir sur les anciens bateaux. À Plouzané, les étudiants du Technopole n'ont plus de restaurant universitaire depuis plus de 2 semaines. Le chauffage en panne et l'état du bâtiment en cette période de froid ont poussé la direction du Crous à prendre la décision de sa fermeture. Une situation intolérable pour les étudiants qui organisaient ce jeudi une distribution de soupe gratuite devant le bâtiment. Ambre Guiton est allée à leur rencontre. Il y a du pain aussi sur le... Une odeur de soupe, bien loin des cuisines. À Plouzané, devant le restaurant universitaire, les étudiants ont mis la main à la pâte ce midi. Quelque chose qu'on peut faire à notre échelle, c'est de proposer cette soupe pour que les étudiants aient un repas chaud le midi. Le 14 janvier dernier, le Crous a pris la décision de fermer le restaurant universitaire. Depuis, les étudiants n'ont plus de lieu pour manger. En attendant sa réouverture, un movie market est mis en place, un moyen de restauration rapide, mais pour les élèves, cela ne remplace pas le restaurant universitaire. On attend dans le froid ou sous la pluie, parce qu'il n'y a pas forcément la place de rentrer tous les étudiants qui attendent pour acheter un sandwich dans le camion. C'est un peu dommage de ne pas réouvrir au moins
le rue pour qu'on puisse s'asseoir. Les 2 marmites sont rapidement victimes de leur succès. La directrice du Centre local des œuvres universitaires et scolaires espère que le problème sera de courte durée. Ça a été un choix difficile et on espérait ne pas en arriver là. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ce temps soit court et qu'on puisse rouvrir dans des conditions les mieux possibles. Pour le moment, aucun travaux ne sont prévus. Les établissements tentent de pallier au manque de locaux en autorisant l'accès aux salles sur le temps du midi. Puis on prend la direction de Plouay maintenant. Si la ville est connue pour le vélo, il semblerait qu'elle ait une autre spécialité, le mariage. Depuis plus de 40 ans, 2 boutiques spécialisées dans les costumes et robes de mariée cartonnent. Alors que le salon du mariage de Lorient se tient ce week-end, notre journaliste Eva Thomas a mené l'enquête pour comprendre les raisons du succès de ces boutiques. De belles paillettes et des costumes 3 pièces, en veux-tu en voilà. Entre Plouay, commune de 5000 habitants, et les 2 boutiques spécialisées dans les tenues de mariage, c'est l'amour fou. Il y a tout pour faire un mariage à Plouay. Il y a les robes de mariée, le costume, photographe, il y a un lieu de réception, il y a les alliances, il y a tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on dit souvent au salon, la ville du vélo et la ville du mariage. Les futurs mariés viennent parfois de loin pour dénicher la perle rare. C'est la réputation qui fait, hein. Les mamans maintenant se sont mariées ici, les sœurs, les copines, et donc comme ça s'est bien passé, elles ramènent leurs copines, leurs filles pour venir chez nous. J'ai eu des clients qui sont venus de Mayenne, j'ai des clients qui viennent de l'autre côté de Vannes, de Elvin, de Pontivy. Mais comment expliquer un tel succès? Si les 2 boutiques cartonnent autant, c'est aussi parce qu'elles ont su adapter l'offre aux demandes des clients. On essaie d'avoir un peu tous les styles, que ça aille du bohème, du princesse, du chic, du plus simple, plus épuré. On essaie d'avoir pas mal de choses différentes. On a un petit peu plus de 300 robes en boutique. Avant-hier, j'ai eu un client qui m'a demandé, il fait du 6XL, il a fait le tour de plusieurs villes en Bretagne, il ne trouvait pas son bonheur, donc il doit venir chez nous cette semaine. On essaye aussi d'avoir tous les budgets, donc un petit budget, les budgets moyens, on n'est pas sur des gros budgets non plus. Et pour continuer à mettre des paillettes dans les yeux des futurs mariés, les 2 boutiques exposeront ce week-end au Salon du mariage de Lorient, espérant un coup de foudre entre elles et les clients. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite un bon week-end.